On est en ligne, nous pouvons commencer. C'est sur la page de Back Events. Donc, dans une minute exactement, nous allons pouvoir commencer. Voilà, il est exactement 14 heures à Kinshasa, 15 heures à Goma, 15 heures à Bukavu. Mesdames et messieurs, bonjour. Il y a une quinzaine d'années de cela, j'étais encore étudiant à l'Université catholique de Bukavu et j'étais à la veille d'un examen que je préparais à la lumière d'une bougie. Et voilà qu'aux petites heures du matin, j'ai eu comme une sorte de rideau noir qui venait obstruer mon regard autour des 3 heures du matin. Et le lendemain, j'avais ma première consultation ophtalmologique. À Bukavu, comme dans beaucoup des villes au Congo, le mot délestage n'est pas un mot technique. Il fait partie du quotidien. Il est utilisé parfois par la grand-mère au coin de la rue, dans la langue locale, en swahili ou en lingala. Tout le monde sait ce que signifie délestage. Et lorsqu'on visite pour la première fois certaines des grandes villes congolaises, il arrive que le soir, comme ça, à l'improviste, l'on entende des sifflements, des gens qui crient de joie, des gens qui applaudissent. Parfois, c'est tout un quartier qui explose sa joie. Eh bien, on peut se tromper. Il ne s'agit pas de l'équipe nationale qui marque un but. Il s'agit tout simplement du rétablissement du courant électrique pour un quartier parfois qui était resté plongé dans le noir pendant plusieurs jours et peut-être même plusieurs semaines. Alors, lorsque je vis à Bukavu et même à Goma, ce que j'entends des différentes conversations, c'est que, évidemment, les responsabilités de cette défaillance de la fourniture électrique sont attribuées à différentes personnes. Mais plus encore, on attribue aussi la responsabilité de la faible alimentation en électricité à des incidents graves comme l'insécurité, comme les incendies des maisons, comme la faible productivité des travailleurs et des étudiants. Et l'on pense aussi parfois que la faillite de certaines entreprises locales ou certaines initiatives entrepreneuriales chez nous, elle est liée tout simplement au manque de solutions énergétiques. Et pendant des années, les habitants ont pointé du doigt le monopole de la SNEL, la Société nationale d'électricité. Et puis après, je me souviens bien de l'époque où l'on citait beaucoup cette régionale, la Sinelac, la Société internationale d'électricité des pays des Grands Lacs, accusée notamment à Bukavu de privilégier les pays voisins de la sous-région en termes d'alimentation en électricité au détriment de la ville de Bukavu. Tout cela, on peut toujours en reparler. Et après, à une certaine époque, on se disait aussi que peut-être il n'y avait pas assez de couverture à Bukavu parce qu'il existait une ligne à haute tension qui prenait le courant produit sur la centrale peut-être Ruzizi 1 ou 2 et acheminait vers la ville de Goma. Mais à Kinshasa et pour le reste de la RDC, les regards sont souvent tournés vers le grand barrage d'Inga. Un rêve pour le Congo, un rêve pour l'Afrique, mais un rêve qui prend son temps. Et les regards et le courroux des Congolais se tournent aussi très souvent vers l'inactivité des gouvernants. Car la majorité des décideurs politiques ont, depuis belle lurette, inventé des solutions qui les mettent à l'abri des besoins. Des lignes électriques dédiées, appelées souvent à Kinshasa ou à Bukavu, départ unique, ou bien tout simplement lignes spéciales. L'on voit aussi des gros générateurs qui sont responsables de la pollution sonore et même atmosphérique dans certains quartiers. Et plus récemment, et bien sûr, on voit de plus en plus des dispositifs solaires. Je vais m'appuyer ici sur un article du site Intel Congo du 23 août 2020 qui est titré « Politique énergétique qui apportera la lumière à la RDC ». Dans cet article, signé par Henriette Tidika, il est renseigné que seulement 9 à 16% des Congolais
ont accès à l'électricité. 9 à 16% représentent une marge d'erreur qui est relativement large, mais ceci aussi nous renseigne sur les manques de données précises. Et pourtant, depuis 2014, la RDC a libéralisé le secteur de l'électricité, permettant ainsi aux acteurs privés de prêter main forte à la SNEL. Et en 2018, aux assises sur l'électricité, les décideurs ont fait part des axes prioritaires pour le développement de la politique énergétique du pays. En 2019, très récemment, il y a 2 ans, plusieurs projets des centrales électriques, notez bien, et des lignes de transmission figuraient au programme de 100 jours du président Félix Tshisekedi. C'est le même président Félix Tshisekedi qui a décidé en juillet 2020 de placer l'autorité des régulations du secteur de l'électricité, ARE, entre les mains d'une éminente scientifique congolaise, le docteur Sandrine Moubenga. Et à côté de l'autorité des régulations, la RDC s'est dotée de nouvel établissement public chargé d'assurer la fourniture électrique en milieu rural. C'est l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, qui est en sigle ANSER, représentée dans cette table ronde par sa chargée de partenariat et communication, Soraya Aziz Suleiman. Voilà. Et puisque la fourniture électrique au XXIe siècle ne se limite pas seulement à l'énergie hydroélectrique, je reçois dans cette table ronde Madame Divine Alice Kabonete, qui représente l'une des entreprises pionnières dans la fourniture de solutions solaires à Goma, Bukavu et beaucoup d'autres endroits qu'elle va nous mentionner plus tard, B-Box. Et enfin, pour que la voix du consommateur soit représentée par un témoin privilégié, je reçois dans ce débat le docteur de Joseph Kakisinghi. Il est médecin directeur du centre hospitalier Saint-Vincent et président d'une ASBL nommée Santé et Développement. Le centre hospitalier Saint-Vincent fonctionne dans une commune phare et intéressante à analyser ici, la commune de Kadoutou. Donc, lorsque nous parlons des listages, il aura de quoi nous partager. Eh bien, très chers amis, très chers participants, vous êtes là déjà très nombreux. Je vous dis bonjour. Dans ce webinaire, je sais que vous, les participants, et aussi tous les internautes qui nous suivent, vous avez beaucoup de questions. Vous vous demandez comment est-ce que nous apprécions les conséquences de la faible fourniture électrique sur la vie des Congolais et sur le développement même de la nation. Vous vous demandez aussi où est-ce que nous en sommes finalement et que fait le gouvernement. Nous avons entendu tellement de projets, tellement de promesses, des questions se posent. Et finalement, il y a aussi un commentaire sur comment se comporte le consommateur. Beaucoup d'internautes voudraient que dans cette discussion d'aujourd'hui, nous puissions placer la SNEL sur les piloris et lui jeter de pierres. Mais il y a de la réflexion et matière à réflexion sur le rôle du consommateur. Nous allons y revenir. Et finalement, une autre question qui touche les consommateurs, c'est qui endommage les infrastructures de transport et de distribution de l'électricité? Et enfin, est-ce que les solutions solaires sont trop chères et peu durables? Voilà une question que nous aimerions discuter également dans ce débat. Et enfin, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que peuple pour relever le défi de l'électrification de notre pays? Voilà autant de questions que j'espère nous allons pouvoir aborder. Vous qui êtes dans ce webinaire, qui êtes là comme participant, vous avez évidemment l'envie et la possibilité d'intervenir. Ce sera très simple. Il vous suffira de taper dans les chat box votre commentaire ou votre question. Et sur base de votre commentaire ou de votre question, je vais vous appeler par votre nom. Vous pourrez alors activer votre caméra et nous allons pouvoir vous inviter autour de la table pour la discussion. Donc, n'hésitez surtout pas. Nous allons essayer de tenir ceci comme une discussion très franche, très ouverte. Pas forcément une discussion où nous passons du temps à accuser les gens, mais nous allons dire ce qui doit être dit. Et je sais que beaucoup d'internautes attendent de nous que nous évoquions les bonnes questions qui les concernent. Donc, mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. Alors, je fais un petit tour de table pour mieux vous présenter mes invités très, très, très rapidement. D'abord, je vais commencer par Soraya, parce qu'elle apparaît en haut de mon écran. J'espère que c'est la même chose pour vous. Soraya, bonjour. Bonjour, Soraya. Bonjour, Laurent. Ah, d'accord. Je me disais que la caméra et le micro n'étaient pas actifs. Juste pour mieux te faire connaître, et on va se tutoyer parce qu'on se connaît, c'est une chance que nous avons ici. Je vais parler de quelques prix. Tu as reçu un prix, il y a très longtemps de cela, prix de femme leader en RDC. Il y a combien d'années déjà? Il y a exactement 10 ans. Il y a exactement 10 ans.
Femme leader il y a 10 ans. Et depuis lors, il s'est passé tellement de choses. Mais c'est très récemment que tu as été invité à intégrer l'équipe de Anser, n'est-ce pas? C'est quand? J'ai commencé à travailler chez Anser en, en octobre 2010, mais 2010. Anser a reçu ses premiers mandataires seulement l'ordonnance est sortie en juillet. Donc, en août, on a commencé à mobiliser les équipes et septembre, octobre, moi, j'ai rejoint l'équipe. Voilà. D'accord, nous allons revenir sur tout ça. Madame Divine, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Madame Divine, à l'époque était Mademoiselle Divine, Alice, lorsqu'elle était étudiante en économie à l'UCB à Bukavu. Depuis lors, il s'est passé des choses. D'abord, un parcours dans le secteur bancaire et après chez Bbox. Qu'est-ce qui s'est passé? L'envie de faire mieux, d'impacter son environnement, d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas, de laisser en fait ses empreintes, quoi, de répondre à un problème réel qui existe, qui est le manque d'électricité. Et voilà, c'est ça qui m'a conduit à Bbox depuis 2017, où j'ai été recrutée comme responsable de service client et portefeuille. C'est seulement en 2020, donc l'année passée en juin, que j'ai été promue comme responsable de ressources humaines et un peu en français, je traduirais ça par garante de la culture. Garante de la culture. Garante de nos valeurs, de notre vision et de ce qui nous définit, nous, comme agents Bbox. Voilà, certains internautes me disaient, mais pourquoi est-ce qu'on a une responsable des ressources humaines pour parler de l'énergie solaire? Tu vas leur prouver le contraire, n'est-ce pas? Exactement, c'est parce que justement, j'ai rejoint l'entreprise à ses débuts, donc je sais exactement ce qu'on fait. Quels sont les produits et qu'est-ce qui se passe? Parfait. Oui. Docteur de Joseph Kakising. Alors, depuis très récemment, patriote en or, reconnu par la nouvelle dynamique de la société civile. N'est-ce pas? On est encore dans la célébration? Bon, oui, un peu, on est encore dans la célébration. Mais bon, on doit vite oublier, se mettre au travail et continuer à mériter cette confiance. Donc, qu'est-ce qui a été primé? Qu'est-ce qui a été reconnu? C'est votre implication en installant ce centre hospitalier dans la commune de Kadoutou, qui n'est pas forcément la plus attractive? Ou bien est-ce que c'est les autres engagements sociaux que vous avez? Il y a d'abord ça, et le fait qu'on essaie de mettre des soins, les barrières pour l'accès rapide aux soins, notamment le fait qu'on ne fait pas payer des cautions avant de soigner les gens, le fait qu'on peut soigner même ceux qui n'ont pas assez d'argent et on essaie de trouver une façon qu'ils paient même progressivement plus tard. Et on essaie de moderniser la structure. Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est plus le travail que je fais avec l'Organisation Santé et Développement, où nous essayons d'autonomiser entièrement les femmes des milieux ruraux et les survivants des violences sexuelles. Nous essayons évidemment de lutter contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire en développant des fermettes à base communautaire et à base familiale. Voilà, c'est l'ensemble de ces activités-là. On verra tout ça en milieu rural. Est-ce qu'il y a de l'électricité pour gérer tout ça? Nous allons commencer. Alors, le débat est ouvert. Et voici la première question que j'ai envie de vous poser. On fera un tour de tous les trois intervenants autour de cette seule et unique question. Que pensez-vous être la conséquence de la faible fourniture électrique dans notre pays sur la vie des gens? Quelles sont les conséquences que vous voyez directement sur la vie des gens, sur, on va dire, le social des Congolais et peut-être même parfois sur le secteur entrepreneurial ou les domaines de services comme les hôpitaux? Parce que je commençais par Soraya, peut-être je commence par Soraya. Qu'est-ce que vous avez noté? Et puis après, on va faire le tour. Les conséquences sont bien évidemment terribles. Ce sont des conséquences énormes. Le droit à l'électricité, l'accès à l'électricité en tout cas, est un droit constitutionnel. Et ce n'est pas pour rien que ce droit est inscrit dans la Constitution. C'est qu'on se rend compte que ça fait partie des besoins, des besoins primaires de la population. Alors, au niveau individuel déjà, ne pas avoir accès à l'électricité réduit sa propre productivité dans la mesure où pendant 12 heures de nuit, on n'arrive pas à fonctionner correctement. Et même pendant les heures où il fait jour, on est limité dans le champ, dans les choix qu'on peut opérer par rapport au secteur d'activité. Et cela a un impact sur la famille, sur la communauté et à plus grande échelle sur le pays et même notre rang au niveau mondial, rien que parce que nous
nous n'avons pas d'électricité. Le Congo est parmi les pays qui ont un taux d'accès à l'électricité le plus faible au monde. On est très en deçà même de la moyenne africaine qui est estimée à plus ou moins 25%. Au Congo, nous nageons entre 9,9 et 15% en fonction des sources. C'est un autre problème sur lequel nous allons parler. Voilà. Et ça, évidemment, en tant que Congolais, nous le vivons douloureusement assez régulièrement, d'être toujours le mauvais élève du monde, d'être mauvais élève aussi du continent. Et on va y revenir parce qu'on parle du potentiel. Moi, depuis que je suis tout petit, j'entends parler du barrage Dinga. On en parle beaucoup et on dit nous avons la capacité de fournir de l'électricité à l'Afrique. Mais après, je suis en train de prendre mon temps, c'est-à-dire de grandir et peut-être de vieillir, et je n'ai pas vu grand-chose se passer. Le barrage Dinga, c'est une belle promesse. Madame Divine, et je tiens à noter ici que 4 tels que nous sommes, c'est 4 villes en fait. Sauf erreur de ma part, nous avons Bukavu, Goma, Kinshasa et Bruxelles sur cet appel. Donc, on a aussi la chance de pouvoir vraiment couvrir différentes perspectives sur la même question. Madame Divine, qu'est-ce que vous voyez directement? Qu'est-ce que tu vois directement? La conséquence du fait que les gens n'ont pas accès à l'électricité. Oui. Les conséquences sont là, hein, palpables, visibles, et les dégâts, il est vraiment énorme. Ça va de nos entreprises, ça va dans la vie familiale, des enfants à l'école. Je veux dire, tous les niveaux, tous les secteurs sont impactés par ce manque d'accès à l'électricité et même dans l'information. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème où les gens se demandent comment est-ce que le Congolais réfléchisse, notre façon de réflexion est mise en doute, justement parce qu'on n'a pas totalement accès à ces informations-là parce qu'on n'a pas d'électricité. Où est-ce que on n'a pas l'information en temps réel parce qu'on n'a pas l'accès à l'électricité. Et ce qui est encore dommage, ce qui fait vraiment mal, c'est dans mon entreprise, par exemple, à B-Box, il y a une enquête qu'on fait pour la satisfaction du client et on pose une question, c'est quoi les résultats scolaires de vos enfants avant que vous puissiez installer B-Box? Et après, la question qui suit, c'est après que vous ayez installé B-Box, c'est quoi les résultats scolaires? Et dans les résultats, vous voyez une grande différence hein, en termes de résultats scolaires, en termes d'épanouissement même de ces enfants-là. Et même quand tu parles avec les parents qui sont les personnes à qui on pose ces questions-là, c'est après qu'on ait eu B-Box, ça veut dire après qu'on ait eu la lumière à la maison, après qu'on ait eu de l'électricité à la maison, les enfants, on sait revoir le devoir des enfants très tard le soir quand on revient du travail, ce qui fait que ça améliore les résultats scolaires. Et vous voyez un peu, donc s'il n'y avait pas tout ça, peut-être que ces enfants-là ne seront peut-être pas meilleurs parce qu'ils n'étaient peut-être pas évidemment meilleurs dans leurs études. Et l'impact est vraiment palpable. Hein. L'impact est vraiment palpable. Moi, j'ai vu ma grand-mère la première fois qu'on l'a installé B-Box. Le fait juste d'avoir la lumière, c'était une nouvelle personne. Elle savait suivre la télé, elle savait des choses qu'elle ne connaissait pas, mais très tard dans sa vieillesse, elle est maintenant capable de participer à cela ou de bénéficier de cela. À cause de quoi? Parce qu'elle a maintenant accès à l'électricité. Donc, aujourd'hui, moi, je dirais les conséquences sont là, mais les moyens aussi sont là pour apporter la solution, pour rectifier cela. Et on va revenir, sans te couper, on va revenir évidemment tout à l'heure là sur les moyens. Mais peut-être une question qui va intéresser le docteur Kakisingi, c'est parce que quand je suis à Bukavu et que je me sens mal, j'aurais du mal vraiment à venir me faire soigner dans son hôpital à Kasali. Parce que l'image que j'ai de cette partie-là, c'est que ça ne va pas être éclairé. Alors, je pose un peu la question de aussi l'environnement sécuritaire, la relation entre la fourniture électrique, l'environnement sécuritaire, la paix finalement sociale des gens. Docteur de Joseph. Oui, j'aborderai votre question sur plusieurs angles, notamment, je vais finir par l'hôpital. Dans la vie sociale, le fait de manquer l'énergie électrique désorganise totalement toute la vie. Du point de vue économique, on ne sait pas faire des prévisions, on ne sait pas faire des provisions au taux du jour et au jour le jour, ce qui fait qu'on dépense beaucoup plus que si on avait la possibilité d'acheter, de stocker dans des frigos. Il y a aussi le fait que du point de vue sécurité personnelle, on est obligé de rentrer tôt à la maison parce qu'il y a l'obscurité, on a peur qu'il y ait des bandits qui se cachent dans l'obscurité et on peut être attaqué à tout moment. Tout le monde, c'est ça, en insécurité par le seul fait qu'il n'y ait pas d'énergie, donc il n'y ait pas d'électricité. Du point de vue sanitaire,
Nous savons que l'énergie solaire électrique permet d'avoir accès à un certain nombre d'appareillages modernes qui nous permettent de conserver les aliments dans de bonnes conditions. Et cela fait reculer un certain nombre de conserver la nourriture dans une température qui empêche le développement de bactéries. Après, on consomme des repas qui ne sont pas très, très bien sceptiques malades. Donc, le manque d'énergie a un impact énorme sur la qualité de la santé et la qualité de la vie. Et sur les hôpitaux, comme vous avez dit, c'est vraiment un problème sérieux. Pour qu'on puisse donner des soins de qualité, on a utilisé des équipements, des appareillages. Et pour que ça fonctionne, on a besoin d'énergie. Et ça fait qu'aujourd'hui, nos hôpitaux sont en train de moderniser. Et tout est presque informatisé, tout dépend de machines. Et sans énergie, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Et même pour voulez venir la nuit, il y a des délestages sur tous les trajets de Kadoutou ou de la place jusqu'à Kadoutou. Entre-temps, les bandits en profitent. Parce qu'il n'y a pas assez d'énergie, il n'y a pas assez de possibilités d'éclairer. Et ça fait vraiment un problème énorme. Énorme, donc avec des conséquences. Oui, merci beaucoup, docteur. Et sur ce point-là, je vais remonter un peu, pas exactement sur le même point, mais poser la question à Soraya maintenant. Est-ce qu'on peut analyser ça aussi sous l'angle finalement de l'éclosion de l'économie, de l'entrepreneuriat? Parce que je sais qu'Anser s'intéresse beaucoup aux milieux périurbains, milieux ruraux, et les milieux périurbains et ruraux sont ceux qui hébergent la majorité de nos unités de production au pays. Qu'est-ce que l'on voit? Est-ce qu'il y a une relation directe que l'on peut établir? Tout à fait. Il y a une relation certaine entre l'économie et l'accès à l'électricité. Je vais donner un exemple simple. Avant de rejoindre Anser, Laurent, tu le sais, j'étais dans les mines. Et le Congo avait la possibilité d'être le premier producteur mondial de cuivre, mais il a été longtemps freiné par manque d'électricité. Ce système de délestage que nous avons au niveau de nos quartiers existe aussi au niveau des entreprises minières qui sont obligées de recevoir de l'électricité tour à tour. Cela, bien naturellement, un impact. On se souviendra qu'autour de 2013-2014, le gouverneur de la province du Katanga à l'époque avait dit qu'on ne pouvait plus exporter les cathodes de cuivre et qu'il fallait une certaine transformation au niveau local. Mais les entreprises ont opposé le manque d'électricité. Il n'y a pas moyen de faire de la transformation au niveau local. On n'a déjà pas assez pour extraire le minerai. On ne va pas nous demander de les transformer sur place. Il n'y a tout simplement pas d'électricité. Le déficit, rien que pour la province du Katanga, le déficit, c'est autour de 1000 kilowatts aujourd'hui. Okay? Donc, rien que ces petites choses font qu'il n'y a pas moyen d'avoir accès à l'électricité. Alors, ce que nous faisons chez Anser, c'est que nous discutons avec les ministères sectoriels pour voir où sont les besoins et on développe le plan national d'électrification du Congo en fonction de ces besoins-là. Bien naturellement, d'ici les horizons 2024, qui sont vraiment notre échéance, notre jalon le plus court, 2024, nous devons électrifier, on veut passer du taux actuel à 30%. Et donc, ça, c'est déjà un premier jalon. Mais en même temps, on veut s'assurer que, par exemple, toutes les zones économiques spéciales que le ministère de l'Industrie est en train de développer, on veut s'assurer qu'elles sont électrifiées. Et donc, les populations autour de ces zones seront aussi bénéficiaires. On discute avec le ministère de l'Agriculture pour voir c'est quoi le plan de relance agricole, parce que nous savons que la transformation de ces produits, et parfois, rien que la production des produits agricoles va nécessiter une certaine quantité d'électricité. Nous discutons avec l'aménagement du territoire parce qu'ils vont étendre le réseau routier, ils vont étendre les ponts et tout ça. Et cela n'aura un impact au niveau de l'économie nationale que si c'est accompagné par d'autres infrastructures, comme par exemple l'électricité. Donc, pour répondre à la question, oui, il y a un lien très évident et nous sommes en train d'explorer. Oui, absolument. Évidemment, et parce que depuis un temps que je m'intéresse au secteur de l'entrepreneuriat au Sud Kivu, j'ai vu cette question revenir très souvent. À Bukavu, nous encadrons des jeunes entrepreneurs qui essaient de transformer le plastique, par exemple, en pavé, qui essaient de transformer, je ne sais pas moi. Il y a autant d'initiatives. Il y en a qui veulent fabriquer du chocolat, il y en a qui veulent faire fabriquer de la pâte d'arachide. Mais la question qui revient tous les jours, c'est
même s'ils trouvent une petite unité de production, ils l'installent où et quelle garantie ils ont que leur petite unité de production aura l'énergie nécessaire pour cela. Mais évidemment, et après j'avais une question pour le docteur Joseph, mais je crois qu'il va revenir tout à l'heure. Ah oui, je vois qu'il est de retour. Docteur de Joseph, si vous êtes là, je posais une question avant de revenir à Madame Divine. Le consommateur moyen à Bukavu, et peut-être pour le reste de la RDC, Divine pourra compléter. Qui considère-t-il comme son fournisseur d'énergie électrique? Est-ce que c'est demeuré la SNEL ou est-ce que la population est au courant que la SNEL n'est plus aujourd'hui qu'un opérateur parmi tant d'autres et qu'il y a finalement beaucoup d'autres opérateurs qui ont les droits de venir et de distribuer? Est-ce que dans la tête du citoyen moyen, c'est resté, si je n'ai pas l'électricité, c'est la SNEL? En tout cas, pour l'instant, ici au Sud Kivu, quand on parle de l'électricité, on voit la SNEL. Donc, l'information n'est pas encore répandue, que c'est maintenant libéré, qu'il peut y avoir beaucoup d'autres fournisseurs. Cela n'est pas encore connu. Très peu de gens sont au courant. Et donc, tout le monde continue à avoir un regard tourné vers la SNEL. Oui, et je vais me permettre d'y aller, même si la SNEL n'est pas représentée, mais quel est votre niveau de satisfaction? Et depuis, beaucoup d'internautes ont voulu que je parle du cash power. Quelle est ton expérience avec ce cash power et quel est votre niveau de satisfaction en tant que consommateur finalement? En tout cas, pour ce qui est du niveau de satisfaction, je dirais qu'il est en deçà de la moyenne, donc en deçà de 50%. Par le seul fait qu'on ne sait pas savoir quand est-ce qu'on aura du courant, quand est-ce qu'on n'en aura pas. On ne sait pas l'utiliser pour ses besoins parce qu'on ne sait pas, le courant est vraiment, je dirais, est vraiment alternatif. Donc, ça vient, ça part d'une manière tout à fait désordonnée. Et ça fait qu'on ne peut pas être satisfait. Et pour parler de cash power, c'est aussi un problème. Il y a un sérieux problème de communication. En fait, on entend parler de cash power. On entend des gens débarquer devant nos maisons, installer des équipements. Et après, quand on pose la question, ils disent non, maintenant vous allez passer sous cash power. C'est quoi? Ça se gère comment? Comment ça fonctionne? Personne ne sait. Et pratiquement, c'est peut-être une bonne solution, mais personne ne sait à quoi ça sert. Personne ne sait ça fonctionne comment. Et ça fait que la SNEL est en train de rater une très bonne opportunité de se racheter parce qu'il ne met pas la communication au centre de ce qu'il fait comme activité. Oui. Il a longtemps fonctionné comme avec monopole et d'office, il impose aux consommateurs. Mais avec l'arrivée des autres fournisseurs, je pense que ça devra changer parce qu'on aura le choix entre faire aller à la SNEL ou aller ailleurs. Et là, je pense que ça va améliorer aussi bien la qualité de la fourniture que la qualité de la communication parce qu'actuellement, tout passe par la communication. Si les gens n'adhèrent pas, même si le projet est très bon, il peut jouer parce que les gens ne comprennent pas c'est quoi. Alors oui, on va rester sur ce sujet-là. Divine, excuse-moi juste quelques instants. C'est parce qu'on parle des absents et c'est très difficile de rester équitable en parlant des absents. J'ai Amani Chishugi qui a eu un avis tout à fait contraire concernant le cash power. Donc, je vais le faire entrer dans la discussion, juste pour écouter son point de vue sur le cash power, et puis nous allons continuer notre table ronde. Amani, je ne sais pas si tu es en ligne. Oui, Laurent, je t'entends très bien. Voilà, parlons du cash power. Ton expérience est qu'à Moumba, c'est totalement différent. Vous le vivez autrement, vous pensez que c'est une belle expérience? Oui, comme je l'ai écrit dans le chat, à Moumba, depuis que je suis connecté au cash power depuis décembre 2012, pour moi, j'ai eu une bonne expérience parce qu'avant, la SNEL me taxait environ entre 112 et 120 000 francs chaque mois. Mais depuis que j'ai le cash power, je consomme environ combien déjà? En tout cas, si je dois me référer à ma dernière facture, je payais pour $35 depuis le 11 janvier et jusqu'à maintenant, j'ai encore environ 50%. Et quand je regarde la qualité du courant qui est fourni, mon stabilisateur me dit que je suis à 220 volts. Là, parfois, ça descend à 210 volts, mais c'est vraiment stable par rapport à ce qu'il y avait avant. Oui. C'est vrai, il y a eu un problème de vulgarisation, mais bon, étant un peu intellectuel, je me suis ajusté facilement. La SNEL doit faire un grand travail sur la vulgarisation et je crois qu'il n'y aura pas de problème dans l'avenir. En tout cas, moi, je suis satisfait jusque-là. Oui, je te gardais juste pour une autre expérience parce que tu l'as vraiment utilisé. Quand le docteur de Joseph parle, il dit aussi qu'un des reproches que l'on peut faire à la SNEL, c'est le fait qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on aura le courant, quand on ne l'aura pas. Est-ce que le cash power facilite un peu plus cette communication? Est-ce qu'il y a quelque chose en place pour permettre de savoir la régularité de la fourniture ou pas?
ou bien ça reste des surprises? OK. Quand on l'a installé à Moumba, bon, c'était la première expérience. Disons que nous sommes les privilégiés de la ville, je ne sais pas trop pourquoi. Mais en tout cas, j'ai eu le courant électrique avant qu'il y ait la panne qui est au niveau de la centrale électrique, où ils ont perdu un groupe qui produit environ 10 mégawatts. J'avais l'électricité presque à 98-99% du temps, au point que j'ai un système solaire, un générateur que j'utilisais presque plus au fait. Mais depuis qu'il y a eu la panne, disons que je suis à 85-90%. Comme je peux relayer avec le solaire, donc je ne vois pas vraiment de différence, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Amani, pour ce témoignage. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir d'autres personnes qui peuvent intervenir dans la discussion. C'est aussi juste pour vous dire que nous allons comme ça recevoir de temps en temps une personne qui est sur l'appel et qui peut participer. Madame Divine, on va aller un peu plus en profondeur maintenant sur la SNEL, c'est bien. L'énergie hydroélectrique, c'est avec elle que nous avons grandi. C'est ce que nous savions être la source d'énergie. Après, on parle du solaire. Question polémique d'abord. Est-ce que les gens savent que le solaire est une solution? Deuxième chose, est-ce que le solaire est une solution, je veux dire, complète? Parce que ce que j'entends de la part des habitants, c'est que le solaire, à la rigueur, te permet d'allumer une torche. Mais qu'est-ce que tu fais ton générateur? Le docteur a dit tout à l'heure, là, pour le consommateur, il veut aussi être capable de conserver des aliments. Parce que acheter des aliments au jour le jour est très difficile. L'autre chose, et je mets tout le bouquet dedans, comme ça tu réponds ensemble, est-ce que le solaire est trop cher et pas durable? Madame Divine, toutes ces questions, c'est pour toi. Est-ce que je peux répondre les dernières questions parce que ça frise un moment. Ça frise un moment. OK, je reprends. Oui. La question, c'est sur le solaire. Première question, est-ce que les habitants savent qu'à part l'hydroélectrique, il y a d'autres solutions alternatives? Deuxième partie de ma question, l'efficacité du solaire. Est-ce que le solaire donne une solution complète? C'est-à-dire, est-ce que ça se limite seulement à produire de la lumière? Est-ce qu'avec le solaire, on peut avoir d'autres services comme l'hydroélectrique en propose? Et finalement, est-ce que le solaire est trop cher et pas durable? Voilà un peu le full package pour toi. Et après, on aura des réactions. D'accord. C'est vraiment un full package. Hein. Si les gens savent que on a des solutions alternatives aujourd'hui comme les solaires, évidemment, oui, parce qu'aujourd'hui, les solaires, il est vendu un peu partout. Je me rappelle, avant que Bbox ne vienne s'installer à Goma, par exemple, parce que c'est là que je vis, il y a, même dans d'autres villes aussi, hein, il y a plein, vous voyez, dans les magasins de Chinois, il y a des ventes de kits solaires ou de matériaux, des matériels solaires. Et évidemment, les gens savent. Maintenant, la question est, est-ce qu'ils savent comment est-ce que c'est utilisé? Est-ce qu'ils savent comment utiliser cela? Parce que quelqu'un l'a dit, hein, je crois que c'est toi, les gens, ils souffrent. Nous, à Bbox, on appelle ça de la pauvreté énergétique. Hein. C'est le fait de ne pas utiliser l'électricité, de ne pas être connecté à l'électricité, ou d'être connecté à l'électricité, mais de ne pas l'utiliser au moment où on veut l'utiliser. Le docteur veut opérer ou veut assister, veut faire une césarienne, ou je ne sais, intervenir sur un malade, mais il veut l'électricité à ces moments-là, mais il n'y a pas d'électricité, il ne sait pas comment faire. Mais après, l'électricité est rétablie peut-être au moment où il est en train de... Ce n'est que la journée peut-être administrative. Évidemment, cette électricité ne lui sert pas à cet instant-là. Et c'est en fait ça l'objectif premier, la vision première de Bbox, c'est d'essayer de combattre cette énergie cette pauvreté énergétique-là. Sortir des personnes dans le noir. Et le solaire, maintenant, s'impose comme une solution alternative. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les gens ne sont pas très bien éduqués par rapport à cela, par rapport au solaire, à l'utilisation du solaire. On a tellement été habitués à utiliser l'hydroélectrique, à se réveiller le matin, allumer sa lampe à la maison ou son ampoule, et on va au travail, on laisse l'ampoule allumée, on revient le soir, l'ampoule est allumée, on va se coucher, l'ampoule reste allumée. Il n'y a aucune éducation, on ne sait pas, ce n'est pas Bruxelles où les factures sont calculées, où on fait attention à sa consommation. Ici, on ne fait presque pas attention à cela. Donc, les gens sont habitués à cela. Mais comme la SNEL devient un peu reliable, ce qui se passe, c'est que les gens, maintenant, quand ils achètent le solaire, ils attendent utiliser cela comme s'ils avaient la SNEL. Okay. Ça veut dire 24 heures sur 24. Okay. Alors que on n'a pas le soleil 24 heures sur 24.
Le soleil apparaît à un moment et après, le soleil se couche et voilà. Nous, ce qu'on fait, ce que les compagnons d'énergie solaire font, ils utilisent de la technologie, de l'intelligence pour stocker cette énergie-là solaire pour que ça soit utilisé plus tard. Évidemment, les compagnies qui nous ont précédés dans le solaire ne sont pas assurées d'éduquer la population sur ces points-là. Mais ce qui se passe, je ne sais pas pour les autres compagnies qui sont dans le solaire, mais pour nous, ce qui se passe, à l'instant où les clients payent, on appelle les clients, donc les services clients appellent les clients, ils ont un entretien si c'est minimum, ce sera 10 minutes, où ils expliquent aux clients comment utiliser cela. Vous allez être installé pendant toute la journée quand il y a le soleil, vous pouvez utiliser ça comme vous voulez, mais après, quand le soleil se couche, vous avez 6 heures pour peut-être vos lampes. Vous avez peut-être 4 heures pour votre télé seulement. Okay? C'est l'éducation qui doit précéder cela. On doit éduquer les gens. Ce n'est pas de l'hydroélectrique, c'est très différent de l'hydroélectrique. Ouais. Bon, maintenant, si c'est une solution complète, oui, ça dépendra maintenant du milieu. Pour une ville comme Bukavu, ce n'est pas une solution complète parce que nous avons la SNEL qui est là, on en a des personnes qui peuvent se procurer des groupes électrogènes et les faire utiliser 24 heures sur 24 ou installer, on a peut-être des compagnies, je ne sais pas à Bukavu, mais ici j'ai vu où il y a des entreprises qui ont des champs solaires et qui arrivent à utiliser cela comme cela. Mais dans les milieux, je veux dire périurbain ou rural, je ne sais pas si Soraya va me contredire par rapport à cela, c'est une solution complète. Pour ces fermiers-là qui se lèvent le matin, qui va dans cet agriculteur qui se lève et qui va dans son champ, c'est une solution complète. Sa batterie est chargée, sa radio est chargée, il écoute les informations quand il est en train de labourer sa terre. Le soir, quand il revient, évidemment, il n'était pas là, il s'est allumé sa torche et ça peut l'aider, je veux dire, 4-6 heures, là, et il se couche. C'est suffisant pour lui. Pour lui, ça reste une solution complète. Ouais. Et c'est aussi ça, la vision à long terme, en fait. Comment ramener ces solutions-là, les solutions solaires, les sortir de villes urbaines et les emmener dans les villes rurales. En fait, il y a un facteur culturel important, et je crois que tu l'as déjà soulevé, mais j'aimerais insister sur ça. C'est que le consommateur pense que la fourniture électrique 24 heures sur 24 signifie qu'il faut garder les lampes allumées 24 heures sur 24, signifie que même quand on n'a pas besoin d'électricité, il faut la consommer. Mais lorsqu'on va à des solutions comme Cash Power ou comme le solaire, on est obligé d'avoir un nouveau comportement. Parce que cette fois-ci, il va y avoir des conséquences directes. Je vois qu'il y a M. Chiza Ndege. Exactement. Je vais prononcer le nom. Chiza, je veux vous voyez. Si vous êtes en ligne, je pense que vous pensez la même chose que Mme Divine, mais vous aviez aussi une petite nuance à apporter. Vous avez la parole. Absolument. Je ne suis pas monsieur. Je suis madame. Excusez-moi. Merci beaucoup, Monsieur Laurent. Oui. Je m'appelle Chiza Sylvie Ndege. Actuellement, je suis en Allemagne, mais je réside à Kinshasa et je suis de Bukavu. La chose que je trouve, d'abord, je suis très contente parce que ce genre, en fait, de webinaires, ce sont des réunions qui nous permettent de nous exprimer en tant que scientifiques et de mettre donc à la lumière nos populations. J'aimerais bien que ça soit peut-être une fois que ça soit même en Swahili ou bien en Lingala, où tout le monde pourra peut-être bien capter ce que nous sommes en train de dire. En fait, moi, ce que je trouve, c'est vrai, les solaires, c'est vraiment une énergie alternative. Ça peut aider. Mais comme je suis dans les domaines électricité, je travaille avec un organisme qu'on appelle IEEE. Ce sont des Américains, les ingénieurs, Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens. Et donc, qui fonctionne aux États-Unis, c'est là où ils sont basés, mais c'est avec tous les ingénieurs du monde. J'ai eu la grâce d'être avec ces gens. Je ne suis pas ingénieur donc, de formation. J'ai fait donc les développements communautaires. Mais nous sommes en train de voir comment nous pouvons arriver à remettre donc l'Afrique à un niveau. Parce que sans l'électricité, comme Mme Soraya l'a dit, nous ne pouvons pas développer les pays. L'économie, la base de l'économie, c'est l'électricité. Parce que l'électricité, ce n'est pas seulement l'électricité, mais c'est l'énergie. Nous regardons l'énergie humaine. Sans l'énergie humaine, on ne peut pas faire quoi que ce soit. D'abord, les humains eux-mêmes produisent l'énergie.
Et quand on regarde l'automobile, c'est l'énergie. Quand on regarde l'ingénierie qui fonctionne, qui fabrique toutes les choses que nous utilisons, les téléphones, et les cuisinières, tout ce que nous avons tout autour de nous, c'est énergie. Donc, la transformation, Madame Soraya l'a dit, c'est l'énergie. Alors, moi, je me dis, c'est vrai que nous ne pouvons pas arriver à un niveau très élevé, mais pour le moment, je pense qu'il faut que nous pensions à alterner avec, donc, il faut alterner avec l'énergie solaire et aussi les biogaz. À côté de chez nous, là-bas, nous sommes tout près de l'Ouganda. Je vous dis, moi, je fonctionne avec ce genre. Nous sommes émerveillés de voir comment nos voisins, ils ont développé une femme qui n'a pas été à l'école. Elle est capable de créer les biogaz chez elle dans sa ferme. Pourquoi pas nous? Merci. Moi, je pense qu'on regarde ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Tizandegei. Merci vraiment, c'est très agréable de vous entendre. Et je vois Monsieur Jean Kilongozi qui avait une question pour Soraya. Donc finalement, Soraya, ce n'est pas moi qui te pose la question. La question viendra directement de Jean Kilongozi. Monsieur Jean, je vous laisse la parole, s'il vous plaît. Vous pouvez activer votre micro. Merci beaucoup de la parole. Bonjour à tout le monde. Ma question à Madame Soraya, j'aimerais savoir si dans la mission de ANSER d'électrifier les milieux périurbains, il est également envisagé de recourir à l'énergie solaire, soit au biogaz technology. Parce que l'avantage avec le biogaz, c'est que vous produisez de l'énergie à partir de déchets ou des déchets des animaux. Je vais utiliser un terme un peu plus pudique. Vous produisez à partir même de ce que nous laissons faire dans des fosses septiques, vous produisez de l'énergie pouvant utiliser pour la cuisine, également pour la lumière dans la maison. Et donc, c'est assez simple, d'autant que chaque maison, chaque famille a quand même une toilette, une fosse septique, et donc chaque famille est censée, du coup, avoir cette énergie-là que nous n'utilisons pas, faute de connaissances, parce qu'évidemment, on ne construit pas comme une fosse septique ordinaire. Il y a toute une technologie qui va avec. Est-ce qu'il est également envisagé cette solution? Si oui, comment? Et dans cette mission, avez-vous des partenaires locaux, nationaux, internationaux, ou pensez-vous les avoir? Merci beaucoup, Jean Kilongozi. Et heureusement, j'ai un médecin aussi sur l'appel qui pourra compléter Soraya sur les aspects hygiéniques de tout ça. Mais Soraya, d'abord, aspect technique. D'accord, merci beaucoup Laurent. Avant de répondre à la question de M. Kilongozi, je vais d'abord revenir un peu sur les questions que tu as posées à Divine tout à l'heure, oui. Par rapport au solaire. Alors, la solution solaire, bien évidemment, est une des solutions que l'ANSER considère pour accélérer l'électrification en milieu rural. Okay. Les limites de la SNEL viennent du fait que la SNEL évoluait presque exclusivement sur le réseau national. C'est-à-dire, dans la conception, le courant est produit au niveau de Inga, et puis après, on commence à déployer tout un réseau pour installer l'électricité. Et quand c'est produit dans un autre barrage, supposons Kakobola, on met la production en réseau pour déployer. Alors, cette solution avec réseau coûte extrêmement cher. Le gros du coût va dans le transport de l'électricité. Alors, les solutions que ANSER propose, ce sont des solutions décentralisées. C'est-à-dire, soit des mini-barrages, des micro-barrages, et ces barrages, des micro-stations, on va dire. Ça peut être une station solaire ou hydroélectrique. Et puis après, il y a aussi les kits solaires dont Alice parlait. Donc, on ne parle pas seulement quand on dit solaire, il ne faut pas voir seulement les kits solaires avec les quelques ampoules. Et c'est là, je demande, est-ce que c'est suffisant? Nous faisons la promotion d'un mix énergétique. Et pour répondre à Mme Chiza et aussi à M. Kilongozi, toutes les solutions sont envisageables. Nous n'avons pas privilégié une certaine technologie, mais nous sommes pressés par le temps. On a accumulé un très, très, très grand déficit. Depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas réussi à produire plus de 2500 mégawatts. Okay? Donc, nous sommes poussés par le temps. Il y a des solutions qui existent, les éoliennes, le biogaz et tout ça, mais ce ne sont pas des solutions sur lesquelles nous pouvons compter pour une électrification de masse.
Nous avons un objectif, un target très clair à atteindre, 15 millions de personnes dans les 3 ans qui viennent. Et donc, nous n'allons pas aller avec une approche qui n'a pas été testée et prouvée dans d'autres pays. La plupart des pays qui ont fait un bond dans le domaine de l'électricité ont utilisé justement une approche mixte où on met et l'hydroélectricité et le solaire, les stations solaires. Et ça, ce sont les solutions qu'on envisage surtout pour les PME et pour l'économie. Et en même temps, des kits solaires pour les ménages. Donc, il faut vraiment qu'on fasse un mix. La deuxième chose, c'est aussi l'environnement. Nous voulons des solutions propres, oui, mais pour stocker l'énergie solaire, il faut énormément de batteries. Et comment on dispose de ces batteries après la durée de leur vie, c'est aussi un problème. Donc, on n'a pas envie de remplacer un problème par un autre. C'est pour ça que même dans l'approche solaire, il y a des certifications nécessaires pour nous assurer que le matériel que nous avons a une bonne durée de vie et on sait exactement comment on va disposer des déchets une fois que ces produits ne seront plus utilisés. Madame Moubenga, dont vous avez parlé juste au début de l'émission, elle s'occupe de l'autorité de régulation de l'électricité et la représentante Afrique de l'IEEE, qui est la structure de tous les ingénieurs dont Madame Chiza a parlé. Donc, nous sommes en contact avec ces différentes personnes. Du point de vue certification, il y a aussi des standards à respecter. Il y a BOGLA, il y a ISO. Et donc, ça a un peu découragé au début le marché du solaire. Les gens se sont rendus compte que c'était des solutions qui coûtaient très cher et puis après, qui n'étaient pas très fiables et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est en train de changer. Et je pense que d'après nos calculs au niveau de Anser, les solutions solaires ont plus ou moins le même prix. Produire 1 kW solaire et 1 kW avec l'hydroélectricité, surtout si on inclut le coût du transport, c'est plus ou moins la même chose. J'espère que j'ai questions, même si je suis c'est très bien ramassé. Après, évidemment, les réactions continuent, mais je vais y revenir. Je vais donner un peu la parole au docteur Joseph pour dire tout ce qu'on est en train de discuter ici, c'est du point de vue des gens qui réfléchissent solutions. Mais je vais revenir un peu, qu'on remette les pieds sur terre. Que fait actuellement le consommateur? Actuellement, la personne qui n'a pas accès à l'électricité, la personne qui subit des coupures régulières, comment se comporte-t-elle? Parce que j'aimerais aussi poser la question tout à l'heure, qu'on revienne sur le lien entre le manque d'électricité et les incendies et d'autres petites conséquences qu'on voit. Pas petites, des conséquences qu'on voit. Mais que fait actuellement l'habitant moyen? Quand vous n'avez pas de courant chez vous, vous faites quoi? Madame fait quoi? Bon, je commence d'abord par vous faire observer qu'à un moment donné, j'ai disparu. Oui. En fait, j'ai vécu l'habitude, donc il y a eu des lestages, j'ai dû migrer sur les solaires. Pour dire que... et voilà qu'on est obligé d'en rire, mais c'est triste. Donc, en pleine émission sur l'électricité. Mais c'est triste, heureusement, les solaires, heureusement, il y a des dispositifs solaires, hein, sinon ça serait perdu. Heureusement qu'il y en a. Et est-ce que là, on peut témoigner que c'est le solaire maintenant qui prend la relève? Oui, maintenant, je suis solaire parce que je n'ai pas d'autre choix. Maintenant, voilà. Madame Divine est très contente. Elle s'est dit, voilà, nous sommes là et nous assurons. Voilà, donc comment se comportent les consommateurs? Donc, le consommateur, moi, en fait, il est aux abois, parce qu'il ne sait pas quoi faire, il n'a pas de solution. Quand il n'y a pas de SNEL, on ne sait pas quoi faire. Alors, qu'est-ce qui se passe à Bukavu? Des gens essaient de bricoler. Il y a des gens qui essaient d'acheter des petits panneaux qu'on retrouve sur le marché. On ne sait pas s'ils sont de bonne qualité ou pas. Il n'y a pas d'ingénieur pour les installer. Alors, les gens essaient de les mettre avec toutes les conséquences qu'on sait. Parfois, ça marche. Parfois, ça crée, paraît-il, des complications qui pourraient être à l'origine des incendies. On ne sait pas. Mais en tout cas, à Bukavu, on n'a pas de choix. Quand il y a la coupure d'électricité, quand on ne peut pas s'acheter des petits panneaux sur la route, donc on achète des bougies aussi qui concourent à l'arrivée des incendies. Et donc, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. D'où l'intérêt vraiment pour nous consommateurs d'avoir d'autres fournisseurs de manière à ce qu'on ait plusieurs choix, plusieurs possibilités de pouvoir migrer d'un fournisseur à un autre. Oui, absolument. Et je vois, il y a un monsieur ici qui s'appelle John Bitaha, j'essaie de l'avoir rapidement. Il a à dire, j'essaie juste de l'activer. Il est passé par où?
Il a dit qu'il partait dans une autre visioconférence. D'accord, oui, je vais le rater. Alors, il a dit ceci. À Bukavu et au Sud Kivu en général, il y a un esprit d'imperméabilité à l'investissement. C'est un mot trop technique pour moi. J'espère que vous saurez expliquer ça. Esprit d'imperméabilité à l'investissement. En comparaison avec le Nord Kivu, le Sud Kivu a encore quelques points à régler. Dans Goma, le délestage est en train d'être réglé avec la multiplicité d'investisseurs dans le secteur de l'électricité. Voilà, c'est ça. Et, oui. Exactement. Et donc, Soraya, tu confirmes, c'est ça? Oui, en fait, moi, je veux dire par imperméabilité à l'investissement, je pense que c'est juste un marché qui est plus ou moins verrouillé. Les gens ont du mal à adopter des nouvelles façons de faire, à adopter des nouvelles technologies. Mais depuis 2014, il y a une libéralisation du secteur. Tout le monde est appelé maintenant à investir dans le secteur et c'est aux opérateurs de l'énergie d'aller dans ces marchés-là. C'est que nous faisons au niveau de l'ANSER, c'est accompagner ces investisseurs pour briser le monopole de fait que la SNEL continue d'avoir. Parce que si on ne met pas en place des mécanismes pour aider ces nouveaux investisseurs, la SNEL va continuer à garder un monopole de fait parce qu'elle occupe déjà le secteur. Alors, qu'est-ce qu'on fait, par exemple? On discute avec les opérateurs pour voir comment avoir quelques allègements fiscaux. Au niveau de l'importation des solutions solaires, ils sont surtaxés parfois. Il y a d'autres taxes, comme on dit, les tracasseries administratives. J'ai vu une entreprise au niveau de Goma qui devait payer $500 000 pour une seule année. On se demande comment un investisseur viendra quand eux, ils partagent leurs témoignages avec des personnes qui ont envie de venir. Est-ce que réellement ce marché a été libéralisé s'il y a autant de pesanteur pour les investisseurs? Alors, nous sommes en train de travailler sur tout cela, l'ARE, l'ANSER, mais aussi le collectif des opérateurs. Nous sommes regroupés dans une association qui s'appelle ACERD, l'Association congolaise des énergies renouvelables et décentralisées, ACERD. Et avec ACERD, nous avons des conversations assez régulières sur les différents problèmes, les différents blocages qu'ils ont et comment nous pouvons les résoudre. Oui. ANSER a signé un protocole d'entente avec l'ANAPI, qui est l'Agence nationale de l'investissement, pour justement commencer à mener des plaidoyers par rapport aux différentes taxes et différentes tracasseries et alléger les démarches pour l'installation des opérateurs électriques. Et nous espérons que cela va faciliter pour les endroits comme Bukavu, mais tous les autres endroits aussi, parce que ce n'est pas un problème exclusif à Bukavu. À Goma, par contre, les opérateurs ont dû forcer, parce qu'il y en a qui ont commencé à opérer avant même que la loi sur la libéralisation n'existe. Parfois, c'est la situation qu'ils ont trouvée sur terrain qui a justifié que c'est un droit constitutionnel après tout. Si la SNEL ne peut pas le faire, nous allons opérer bon gré mal gré. Et après, la loi a suivi pour régulariser tout cela. D'accord. Et j'ai M. Hugo Boudao qui a demandé à prendre la parole. Je pense qu'il a quelque chose d'intéressant à dire. Monsieur Hugo, s'il vous plaît, vous pouvez activer votre micro. Oui, bon, c'était très rapidement juste un commentaire à faire sur Goma, comme l'a dit Mme Soraya et Mme Divine. D'abord, l'éducation. L'éducation, c'est quelque chose, comme je l'ai dit dans mon commentaire, c'est quelque chose de très important avec les nouvelles technologies alternatives. C'est que moi, j'utilisais, quand je fus branché sur le solaire avec Bbox, en citant Bbox, j'utilisais une grosse télé et avec ma PlayStation, et chaque 2 heures, j'étais déchargé. Donc, après éducation, j'ai compris que je devais faire un choix. Soit c'est la télé, soit c'est la PlayStation, ou soit c'est ma lumière. Ensuite, aujourd'hui à Goma, comme l'a dit Soraya, nous avons des choix. Nous avons le solaire, nous avons la SNEL et nous avons l'alternative avec ce côté. Donc, comme le dit le commentaire d'avant, les choses évoluent et ça va de très bon sens. Et aujourd'hui, avec les entreprises comme Bbox, nous avons
des batteries de qualité. Parce que hier, on a acheté des batteries et 2 jours après, on devait les jeter. Et comme le dit Soraya, on les jetait où? Ça polluait, mais aujourd'hui, nous avons des entreprises responsables, encadrées par la CER et les solutions sont données. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Hugo, pour ce témoignage, je crois qu'il fait plaisir finalement à mes deux dames qui sont invitées ici. Et j'ouvre une parenthèse et vous pouvez réagir à cette parenthèse. Lorsque je préparais ce forum et que les gens ont vu sur l'affiche qu'il y avait 2 dames, et vous savez qu'il y a ce cliché un peu que lorsqu'on parle technique, on s'attend à voir des messieurs et que l'on voit des dames qui se pointent sur une question sur l'électricité. Beaucoup de gens avaient le doute. Alors, je vais vous poser la question à vous, les 2 dames, et nous sommes à la veille du mois de la femme. Juste savoir, vous analysez les acteurs, vous regardez les différents acteurs dans les secteurs de l'énergie, mais aussi les secteurs des technologies de manière générale. Vraiment, c'est une parenthèse, mais comment appréciez-vous la place de la jeune fille, de la jeune femme en RDC aujourd'hui? Peut-être je commencerai par Divine. Du point de vue technique, la femme, la position de la femme ou la participation de la femme est encore assez réduite. Hein. Et ce n'est pas seulement par rapport à un cliché où on dit certains secteurs sont réservés aux hommes et aux femmes. C'est aussi nous-mêmes femmes, comment est-ce que nous voyons les choses? Comment est-ce que nous participons à ces changements-là? Est-ce qu'on regarde de loin? Est-ce qu'on participe? Ou est-ce qu'on veut être acteur du changement? Et la solution et la réponse est, moi j'ai une réponse concrète par rapport à ça. Ce qui était, je vais donner un exemple, il y a un moment, il avait été observé, quand j'ai rejoint les départements de ressources humaines, j'avais trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui postulaient pour des positions techniques. Et ça a commencé à me faire réfléchir. J'ai dit, mais ce n'est pas normal parce que je sais que dans les universités techniques, je veux dire à l'ISTA ou même à l'INPP, il y a des gens qui font des formations ou qui étudient, qui sont ingénieurs. Mais pourquoi est-ce que ces personnes-là ne postulent pas? Quand on ouvrait des positions pour les positions, je veux dire, les positions des techniciens, les femmes ne postulaient pas. Alors que dans les universités, elles sont là. D'autres même brillent, sont meilleures de leur promotion. Mais après les études universitaires, personne ne va travailler dans ces entreprises-là d'électricité ou d'ingénierie. Ce qui s'est c'est que j'avais ouvert un programme de stage. Donc, je suis allée dans des universités, dans des centres de formation où j'ai demandé aux femmes de postuler pour des positions de techniciens. Et beaucoup ont répondu, mais voilà, peu étaient enthousiastes, peu étaient motivés, c'était juste par formalité. Parce que même pour les avoir, pour faire le test, je crois que j'ai parlé à chacune individuellement pour leur pousser à postuler. Mais quand elles ont rejoint, quand elles ont passé tous les tests, ont passé les interviews, on a retenu quelques-unes, on avait interviewé une trentaine, on en a retenu 6. Et elles ont commencé à travailler. Leur travail consistait à aller le matin, installer chez les clients. Quand il y a une visite technique, elles devraient y aller. Et il y a eu un changement total, en fait, même chez nos clients. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les clients qui avaient été installés par des techniciennes étaient plus satisfaits que des clients qui avaient été installés par des techniciens. Pourquoi? Parce que la femme est plus minutieuse. Elle ne va pas faire passer les câbles d'une manière oblique. Elle va faire ça très net, très propre, très horizontal. Et voilà, du point de vue satisfaction du client, il y avait déjà un impact. Même quand elles expliquaient aux clients, elles éduquaient les clients sur l'utilisation du solaire, elles étaient précises, calmes, elles tenaient à ce que les personnes puissent comprendre. Donc, elles étaient un peu plus consciencieuses. Et beaucoup, d'ailleurs, se sont épanouies. Et donc, je me suis dit, bon, waouh, ça veut dire que c'est juste un frein, c'est juste dans la mentalité des gens. C'est juste une limite dans la mentalité des gens où ils disent, voilà, c'est un secteur réservé aux femmes, aux hommes, pardon, et pas aux femmes. Et ces femmes-là, aujourd'hui, il y a certains qui ont été débauchés pour d'autres entreprises qui n'est peut-être pas dans le solaire, dans l'hydroélectrique, dans des entreprises énergétiques, en fait, qui sont ici à Goma. D'autres sont allés à Canal+. C'est vraiment... Ils se sont retrouvés, en fait, et on ne s'est pas arrêté là. Et aujourd'hui, dans chaque ville où B-Box opère, c'est vraiment un requirement. On demande à tous nos responsables dans nos régions d'engager des femmes aussi dans un quota de techniciens
nous devons avoir aussi des femmes parce que nous devons casser cette barrière-là. Et aujourd'hui, ces filles, elles ont étudié, elles ont fait 5 ans d'université, mais elles travaillent, elles gagnent leur vie en faisant, c'est pourquoi elles ont étudié. Absolument. Elles sont épanouies dans cela parce qu'elles arrivent à pratiquer cela, à matérialiser cela. Et c'est quelque chose, vraiment, on les appelle chez nous des Mosekai, parce que le projet s'appelle Bbox Moseka. On les appelle des Mosekai. Elles n'ont pas peur de monter sur... Voilà, exactement. Elles n'ont pas peur de monter sur le toit. Elles n'ont pas peur de répondre, de montrer qu'elles connaissent, d'exposer leur savoir. Et ça attire même la curiosité, hein, parce que quand on leur demande, mais comment les clients se comportent, est-ce qu'on vous chasse, est-ce qu'on vous laisse faire? Ils disent, mais non, mais ils sont étonnés de voir que les femmes peuvent monter sur un toit. Une femme peut répondre à une question technique. Les changements, je veux dire, quelqu'un a fait un commentaire dans le chat ici pour dire les mentalités, les gens ont du mal en fait à s'adapter au changement. Et ça, c'est une réalité. Hein. C'est pas seulement, je vais répondre au monsieur, c'est pas seulement au Kivu, au nord et au sud Kivu, mais c'est partout. Hein. L'humain a tendance à résister au changement. Mais avec le temps, avec de l'éducation, avec de l'accompagnement, avec voilà, de l'accompagnement, les personnes arrivent à s'ouvrir et à accepter ces changements parce qu'en fin de compte, c'est bénéfique pour eux aussi. Merci beaucoup. Donc, vraiment, il faut beaucoup de temps pour qu'ils puissent accepter cela. Donc, voilà. Et par rapport à Bbox Moseka, heureusement, nous avons Soraya. Je suis sûre qu'elle a entendu parler du projet. Oui, c'est la question, Soraya, parce que quand je préparais ce forum, évidemment, on peut pas passer à côté. On a le professeur Sandrine Moubenga à la tête de l'ARE en RDC. Et puis voilà, ici, on présente la personne en charge du partenariat des Anser, Soraya Aziz. Est-ce que c'est correct de dire que les femmes sont en train vraiment d'investir le secteur de l'énergie en RDC, ou est-ce que cela reste une fausse impression? Pour moi, la question des femmes est toujours une question dans les deux, enfin, qu'on peut analyser de deux côtés. D'abord, dans le secteur de l'énergie lui-même, oui, les femmes sont en train de se faire une place parce que, tout simplement, avec le temps, les mentalités sont en train de changer et donc, des choses qui n'étaient peut-être pas possibles il y a 30 ans, quand la SNEL était dans son plein pouvoir, sont un peu différentes aujourd'hui. Il y a ce côté-là, oui. Mais pour moi, je voudrais aborder cette question sur un angle différent. Pour moi, ce qui compte le plus, ce n'est pas tant que les femmes soient employées par ces compagnies, mais que les femmes soient des bénéficiaires des changements que ces compagnies apportent. Et donc, c'est surtout sur ce point-là que l'ANSER met un accent. Par exemple, nous sommes en train d'écrire le plan national de l'électrification. Nous nous assurons que les secteurs portés par des femmes, comme l'agriculture, mais pas la commercialisation, parce que nous savons tous que dans les villages, parfois la commercialisation des produits, ce sont les hommes qui s'en occupent, alors que la production, ce sont les femmes qui s'en occupent. Alors, ce sont des aspects un peu subtils comme ça sur lesquels il faut vraiment mettre l'accent. Après, c'est bien une femme qui se penche sur la question, mais ça peut être un homme, tant qu'il se penche sur des questions et s'assure que l'impact sera ressenti par les femmes, par les jeunes filles, par les jeunes gens aussi. Cela, moi, je pense, a un effet encore plus positif. Alors, pour revenir au premier côté, au premier volet de la question, moi, je suis très contente. J'ai été chez Bbox à Goma et j'ai vu qu'ils ont un très, très grand nombre d'employés féminins. Ils ont des ambassadeurs femmes qui vont pour faire la vulgarisation. En Inde, par exemple, le secteur des panneaux solaires, réparation des panneaux solaires et tout ça, c'est surtout les femmes. Parce qu'ils se sont rendus compte que quand un homme apprend ce métier d'ingénierie, il y a de très fortes chances pour qu'il se déplace. Maintenant qu'il est plus équipé, plus outillé, il a envie d'aller vivre en ville et d'appliquer ce savoir en ville. Alors que quand ce sont des femmes qui sont éduquées à ces questions, elles restent dans le village. Et donc, quand ils ont déployé leurs énergies solaires, ils ont surtout travaillé avec des femmes pour la partie maintenance. Et ce sont des choses comme ça sur lesquelles nous devons aussi travailler ici au niveau de... D'accord. Merci beaucoup, Soraya. Et donc, j'ai clos cette parenthèse. Je veux juste
Laurent, oui, très rapidement, s'il vous plaît, Divine. Je veux juste compléter ce que Soraya a dit. Et c'est vrai, hein, c'est vraiment à savoir c'est quoi l'impact, comment est-ce que la femme bénéficie de cela en fin de compte à long terme. Et quand je parle de Bbox Mo, c'est qu'en fait, ça ne s'est pas arrêté à employer que de femmes techniciennes. Mais l'idée à la langue qu'on a même soumis à un CERD, et bientôt il y aura vraiment une avancée conséquente par rapport à ça, c'est d'ouvrir des centres de formation pour une remise à niveau pour ces femmes-là et leur rendre indépendantes. Oui. Ça sera peut-être un peu comme les femmes en Inde, ça sera des centres où elles peuvent réhabiliter pas seulement des matériaux solaires, mais tout ce qui a trait à l'électricité ou à l'ingénierie, elles peuvent se dépanner elles-mêmes. C'est ça en fait le projet Moseka à long terme, avoir des centres de formation comme ça et d'autonomiser les femmes dans des provinces, surtout dans des villes rurales. Merci beaucoup. Et donc, j'ai déjà reçu M. Henri Pacifique Mayala dans le débat parce qu'il nous reste une vingtaine de minutes et je sais qu'il y a beaucoup de réactions, il y a beaucoup de questions qui veulent être évoquées, mais je veux aussi assurer que les personnes qui participent à ce webinaire ont l'opportunité d'exprimer leurs opinions. Donc, monsieur Henri Pacifique Mayala, vous avez la parole. Oui, salut Laurent, salut à tous les panélistes, plaisir d'être avec vous. En fait, je voulais rebondir sur la question de la perméabilité de l'investissement. J'ai comme l'impression qu'il y a toujours un problème qui persiste au niveau de l'unicité de l'action gouvernementale. Les politiques sont en train de tout bloquer et vous ne savez pas à qui vous adresser exactement. Un exemple précis, c'est qu'aujourd'hui, à Goma, par exemple, comme vous l'avez souligné, il y a des alternatives en termes des opérateurs dans le secteur de l'énergie. Mais aujourd'hui, Virunga se retrouve être coincé par la mairie à travers la division de l'énergie parce qu'ils ne peuvent pas vous connecter sur leur réseau avant que vous n'ayez payé une taxe de $1000 pour une petite unité d'exploitation. L'exemple pour nous était de mettre sur pied une chambre froide. Alors, vous vous adressez vers les institutions étatiques dans la matière, à l'instar de l'ARE, ANSER, ou de l'autre côté, ANAPI, et il n'y a personne qui sait vous donner une réponse exacte maintenant. Dans quelle façon est-ce qu'ils sont en train d'encourager l'investissement, surtout pour les jeunes? Je n'ai pas de réaction à ça. Je ne sais pas si quelqu'un en a. Oui, nous sommes informés, nous avons vu un arrêté interministériel où pour les connexions des ménages, on demande $300 et les connexions des PME, on demande $1000. Juste pour la connexion, ce n'est pas encore pour l'exploitation. C'était vraiment très curieux parce que c'est totalement contre-productif. Nous ne voyons pas comment nous allons faire de l'électrification à grande échelle avec ce genre de barrières financières. Donc, c'est une question que nous prenons très au sérieux et nous sommes en train de nous pencher. L'alerte a été lancée par nous groupes, justement, et nous sommes en train de nous pencher sur cette question. Nous avons eu des échanges très fructueux avec les représentants de nos ici sur place. Nous avons rencontré l'ANAPI et nous sommes en train de voir comment casser. Souvent, ce sont des taxes qui viennent du niveau provincial, il faut le dire. Ce ne sont pas des taxes au niveau national. C'est-à-dire qu'il y a une politique nationale, il y a une grande cohésion au niveau national, mais quand on va dans les provinces, on se rend compte que différentes provinces approchent les questions de différentes manières. L'ANSER va faire un déploiement en province, c'est-à-dire nous n'aurons pas seulement une présence au niveau de Kinshasa, nous aurons des présences dans les provinces. Et les agents de l'ANSER qui sont dans les provinces auront, entre autres missions, celle de conseiller les gouvernements provinciaux sur la politique énergétique de leur province, les aider à écrire des termes de référence, les cahiers de charges, les aider à faire la sélection des opérateurs qui doivent travailler chez eux, évaluer leur potentiel énergétique et tout ça. Et c'est là aussi qu'on va leur montrer que il faut penser économie d'échelle. C'est vrai que quand quelqu'un paye $1000 pour faire une connexion, vous gagnez tout de suite $1000, mais voyez le manque à gagner que vous avez parce qu'il y a 10 000, 50 000 ménages qui n'ont pas pu se connecter. Alors que s'ils étaient connectés et qu'ils payaient tout simplement la redevance qui est due à l'État, vous gagneriez plus que ça. C'est ce genre de réflexion dans lesquelles nous allons les embarquer. Mais une chose est certaine, cette taxe sur la connexion,
nous sommes en train de voir comment la supprimer. D'accord, merci beaucoup Soraya. Maintenant, docteur De Joseph, et pour les dernières minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on regarde maintenant l'avenir. Je pense qu'on a assez discuté le présent et le passé. Regardons l'avenir ensemble. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles nous sommes sur cette table ronde, c'est non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui nous écoutent. Et moi, je dis aussi pour les jeunes générations, d'avoir une idée claire de à quoi ressemble l'avenir. Mais cet avenir, essayons d'abord de l'imaginer. Docteur De Joseph, en tant que leader social, en tant que consommateur, quel serait l'idéal pour vous? Est-ce que vous pouvez dans les moindres détails nous dire, en tant que consommateur, l'idéal pour moi serait exactement comme ceci? En tant que consommateur, l'idéal serait d'abord de me rassurer que j'ai une énergie permanente, quelle que soit la source. Et que aussi, je sois sûr que s'il n'est pas possible qu'une source nous donne l'énergie de manière permanente, que j'ai aussi une possibilité d'avoir une alternative qui me dit qu'au cas où cette source ici est indisponible, j'ai immédiatement accès à cette autre source. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que l'énergie soit vendue à un coût accessible à tous. Parce que ce que nous vivons maintenant, par exemple, on a l'impression que certains quartiers payent pour les autres. Alors, il y a une surtaxation parce que la SNEL dit qu'il doit récupérer l'ensemble des montants dus à l'énergie produite. Mais il s'est fait qu'il y a une mauvaise distribution, il y a un coût très élevé que les petits peuples ne peuvent pas savoir payer. Alors, quelle est la conséquence? Les gens font ce qu'on appelle ici localement les daoulages, donc ils volent le courant. Donc, ouais, c'est un manque à gagner pour la SNEL, mais c'est aussi un coût pour ceux qui peuvent payer. Alors que si on fait une bonne... Je rêve vraiment d'un avenir avec une très bonne distribution d'énergie et à un coût accessible, de manière à ce que même une femme qui vend la tomate puisse être à mesure de se payer son courant, d'avoir une installation sécurisée qu'elle peut payer et ainsi toutes les entreprises qui livrent le courant, l'énergie, pourront gagner, pourront récupérer leur investissement et avoir des gains et tous nous pourrons avoir de l'énergie stable et nous pourrons nous développer. Donc je voudrais vraiment voir, même dans les villages les plus reculés, que les jeunes sachent les courants c'est quoi, il peut regarder sa télé, il peut utiliser l'énergie quand il en a besoin. C'est au fait ça le développement. Si on veut avoir l'énergie, c'est pour être développé et c'est pour être comme les autres. Je considère l'énergie solaire, je considère l'énergie plutôt. Je ne sais pas pourquoi je parle de solaire tout le temps. Parce qu'il y a une dame solaire ici. Non, parce que le solaire vous a sauvé la vie là maintenant. Ah, d'accord. Oui, on est là grâce au solaire. Oui. Alors, je considère l'énergie comme le détonateur du développement. On veut développer le Congo, on veut aller de l'avant, et pour ça, on a besoin de détonateurs qui est l'énergie. Et il faut vraiment que cette énergie soit là pour que nos enfants, nos petits-enfants vivent dans un monde qui ne les complexe pas avec ce qu'ils voient. Oui, et un autre point de détail, docteur, je vous garde, c'est comment est-ce que si l'énergie peut aider à améliorer la sécurité? Ça c'est d'abord très, très important. Vous voyez, le plus grand problème d'insécurité qu'on a à Bukavu, c'est ce que, partout ailleurs, même à Kinshasa, quand j'étais là pendant un temps, c'est que les bandits s'embuscadent dans des coins sombres. Et là, ils peuvent attraper des gens et ils peuvent faire du mal. Alors, si l'énergie, s'il y a de la lumière partout, on prive d'abord des points d'action pour les bandits. S'il y a l'énergie, on peut savoir alerter à temps. Parce qu'il arrive aussi des moments où il y a l'insécurité au quartier. Vous voulez appeler, votre téléphone est dépolarisé. Et c'est grave. Vous n'avez pas le temps d'appeler et d'avoir du secours. Et ça fait que vraiment, avec l'énergie, on peut développer autant de mécanismes. Il y a des quartiers où ils ont des caméras de surveillance, par exemple. Mais si les gens vous attaquent la nuit, il n'y a pas d'énergie. Vos caméras de surveillance ne vont rien montrer. Et alors, même les bandits savent calculer que maintenant, il y a coupé d'électricité, on peut agir et on va partir, il n'y aura pas de traces. Donc, vraiment, l'énergie, c'est la base de tout. Je reviens un peu sur les hôpitaux quand on parle du futur. Chez nous, par exemple, nous développons un système de travail en temps réel avec des hôpitaux situés en Europe et aux États-Unis. Pour ça, nous avons besoin d'avoir de l'énergie en permanence parce que nous avons la possibilité aujourd'hui que quelqu'un qui est consulté ici chez nous, un médecin qui est en Italie ou aux États-Unis peut intervenir directement sur la consultation, sur l'interprétation des examens de laboratoire et proposer le traitement. Mais cela nécessite une énergie stable qui permet de faire fonctionner tous les appareils, tous les équipements que nous avons. Et cette façon-là peut me permettre de mettre en réseau tous les hôpitaux de la province. C'est un rêve que j'ai,
mettre en réseau, par exemple, tous les hôpitaux, d'abord de la province, puis du pays, et puis les connexions des hôpitaux à l'extérieur. Pour le faire, il faut avoir de l'énergie, et ça peut améliorer énormément la qualité des soins et la qualité des services que nous donnons à notre communauté. Et ça peut faire reculer beaucoup de maladies, et ça, en fait, ça peut développer la qualité de la vie. Et donc, tout cela ne peut être possible que si on a de l'énergie. Donc, c'est l'énergie qui est la base de tout, qui est la base même de notre bien-être, nous qui discutons ici. S'il n'y avait pas d'énergie, on ne serait pas là en train de chercher des solutions pour l'énergie. Donc, il faut vraiment avoir de l'énergie. Il faut qu'il y ait de l'énergie. Il ne reste qu'une quinzaine de minutes, 15 minutes d'ailleurs. Et ça, c'est un beau rêve, mais je ne sais plus quelqu'un qui disait qu'un rêve, il reste un rêve s'il ne se traduit pas en projet. Alors, la question est maintenant de devenir un peu plus opérationnel. Si on a un rêve comme celui-là, je vais aller vers toi, Divine, après on revient vers Soraya. Qu'est-ce qu'on fait au concret? Qui est censé faire quoi finalement pour que le Congo sorte du noir? Il y a beaucoup d'acteurs évidemment qui doivent intervenir. Aujourd'hui, c'est réputé, hein, c'est même une des questions que tu m'avais posées quand tu m'as envoyé plusieurs questions directement, mais qu'on n'a pas pu répondre parce qu'il y avait beaucoup d'interventions. On se plaint aujourd'hui, par exemple, que le solaire coûte très cher. Pour une solution alternative dans les villes urbaines, ça coûte énormément cher. Mais Soraya l'a évoqué, hein, c'est beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a les taxes, le manque d'exonération, et voilà, c'est tout ça qui fait à ce que le consommateur final, en fin de compte, prend tout ça, paye pour ça. Et donc, à cette question-là, moi, je répondrai. Aujourd'hui, heureusement, c'est régulé. On a l'ANSER, on a l'arrêt. Mais c'est tout ça je veux dire, c'est les gouvernements, c'est les autorités, c'est l'ANAPI, c'est ces preneurs de décisions-là qui peuvent nous aider à alléger. Je me rappelle quand on a commencé, un kit solaire de B-Box revenait à, je veux dire, le montant qu'on payait pour être installé, c'était à $80. Mais aujourd'hui, pour le même kit, c'est à $50 pour être juste être installé. Et évidemment, même le prix mensuel a baissé parce qu'avant, on installait à $80 et on payait, je crois, $60 le mois. Mais aujourd'hui, on paye $25. Et ça va en diminuant. Aujourd'hui, on a reçu une subvention d'ailleurs de la Banque mondiale qui fait à ce que les kits lumière seulement ont baissé de $16 à presque $7 maintenant le mois. Pourquoi? Parce qu'on a reçu une subvention. Sous d'autres cieux, dans d'autres pays où B-Box opère aussi, où ils sont exonérés des taxes à l'importation, de la TVA, ainsi de suite. C'est évidemment, cher au Rwanda, les mêmes kits que nous installons, que les consommateurs payent à $25, coûtent entre $5 et $7. Au Togo, le gouvernement subventionne ces kits-là. Ça veut dire le consommateur paye la moitié et le gouvernement aussi paye la moitié. Mais aujourd'hui, nous, au Congo, ça reste encore difficile. Avec les partenaires qu'on a signé avec le président, on a bénéficié d'une exonération à l'importation, mais maintenant, on est en train de se battre avec la NAPI et, pour avoir une autre exonération sur la TVA. Comme ça sera le 25%, $25 aujourd'hui, mais le 16% que les consommateurs finaux supportent. Donc, je dirais, ce sont les décideurs politiques, les décideurs, je veux dire, gouvernementaux, qui peuvent nous aider à réduire cela, à faire à ce que ça puisse être accessible à tout le monde. Et des deux, ça serait un peu la société civile aussi, hein, la société civile quant aux protections de ces biens-là. Aujourd'hui, les kits sont installés. On essaie de faire avec le moyen de bord qu'on a. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si c'est dû juste au manque d'électricité, parce que je ne pense pas, parce que quand on a B-Box, la maison est éclairée, le jardin est éclairé, mais nous assistons à des vols de ces kits-là. C'est aussi dû au fait qu'ils se disent, OK, si je vole un kit B-Box, je vais ramener ça chez moi, je vais bricoler, ainsi de suite, je vais avoir de l'électricité. Mais faire cela, c'est qu'ils n'arrivent pas à savoir la conséquence de cela, c'est que ça crée des incendies. C'est tripoté, c'est pas bien, c'est pas fait selon les normes, et ça crée des incendies. Les vies sont exposées. Et ça sera vraiment l'implication de la société civile, l'implication de moi qui a un kit solaire,
mon voisin qui regarde pour dire non, non, ça, tu ne peux pas faire, ça, tu ne peux pas brancher peut-être au-delà au-delà de l'énergie que tu sais recevoir. Tout ça aussi pourrait faire à ce que les changements puissent être concrets. Mais aussi, comme je l'ai dit dès le départ, c'est aussi l'éducation dans tout cela. Être très, très bien éduqué. Aujourd'hui, par exemple, je parle pour Bbox parce que je travaille et je parle de mon expérience. On s'efforce d'éduquer les clients par rapport à cela. Mais est-ce que les autres compagnies le font? Est-ce que les gens, même en achetant ces kits solaires-là ou ces dispositifs solaires-là, est-ce qu'ils posent des questions concernant l'utilisation? Comment est-ce que ça s'utilise? Est-ce que je peux utiliser ça 24 heures sur 24 ou pas? C'est toutes ces questions-là. Donc, c'est vraiment un éveil de part et d'autre. Et c'est ce qui nous mènera en fait à avoir de solutions fiables et durables. D'accord. Merci beaucoup, Divine. Soraya, le gouvernement fait quoi? Je sais qu'on a déjà entendu quelques promesses ici, mais ce n'est pas nouveau les promesses au Congo. Est-ce qu'on peut avoir quelques signes? Oui. D'abord, je voudrais répondre à une question que vous avez posée à Joseph. Et dans cette réponse, je vais expliquer ce que le gouvernement fait. Laurent, tu me connais depuis un moment, j'écris la vision 2060 du Congo. Parce que justement, j'ai envie de me projeter vers le Congo idéal et parfait duquel je ne me plaindrai plus. Et à partir de là, dégager un plan d'action de ce que je dois faire aujourd'hui, ce que je dois faire demain, ce que je dois faire après-demain pour arriver à ce Congo-là. Alors, c'est dans la même optique que nous avons écrit la feuille de route de l'ANSER qui va jusqu'en 2030. Comme vous le savez, les objectifs de développement, les objectifs du millénaire déterminent, enfin, les objectifs, les projections voudraient qu'en 2030, il y ait une couverture universelle, c'est-à-dire le monde entier, dans le monde entier, tout le monde a accès à l'électricité. Alors, au moment où on a pris ces engagements au Congo, entre le jour où on a pris ces engagements et le jour où ANSER est devenu opérationnel, il s'est passé un peu de temps, ce qui fait qu'on va peut-être rater les échéances 2030, mais en tout cas, longtemps avant 2060, nous devons arriver à cette couverture universelle. Les solutions qui se présentent à nous tout de suite dans l'immédiat, c'est d'abord le déploiement, comme j'ai dit tout à l'heure, le déploiement du solaire et de l'hydroélectricité, parce que ça, ce sont des technologies fiables que nous connaissons, qui sont déjà disponibles. Et ça, c'est vraiment dans le très court terme. On commence avec ça. Mais en même temps, nous sommes en train de réfléchir à toutes les autres questions et toutes les autres solutions. Le monde évolue. Le Congo a beaucoup de matières premières qui permettent au reste du monde de faire des bons technologiques énormes, que ce soit le cuivre pour le câblage, que ce soit le cobalt pour les batteries. Nous en avons en masse. Et donc, nous sommes aussi, en même temps, pendant que nous partons au plus rapide, au plus pressé, nous avons aussi une réflexion dans le long terme. Parce qu'il faut qu'on se le dise. Tout à l'heure, Divine a parlé de la pauvreté énergétique. Moi, je définis aussi la pauvreté énergétique comme la quantité d'énergie dont dispose la personne. Parce que si c'est aujourd'hui au Congo, par mois, on utilise plus ou moins 33 kWh par ménage. Alors qu'aux États-Unis, c'est 900 kWh par ménage. Donc, la différence est énorme. Passer de ces 33 kWh à 900 kWh, c'est déjà sortir de cette pauvreté énergétique. Ça ne veut pas dire que nous allons donner de quoi consommer 900 kWh à chacune des personnes. Peut-être qu'on a besoin que de 50%. Et le reste, c'est ce qui va dans les industries. C'est-à-dire, en CER, nous sommes en train d'écrire le plan national d'électrification du Congo. On estime tous les besoins énergétiques du Congo et on les répartit. On détermine pour tel village, voilà, c'est tel mix qu'on va faire dans telle proportion. Pour tel autre village, c'est tel autre mix dans telle autre proportion. Le grand problème qui fait que la SNEL, comme les autres opérateurs économiques, ne se sont pas déployés en province et dans les milieux ruraux et périurbains, c'est qu'il y a deux grands facteurs. Juste une seconde. Elle peut faire pipi? Oui, c'est clair.
C'est les nouveaux aléas du virtuel. Voilà. J'ai même perdu le fil de mes idées là. On était sur la SNEL qui n'arrive pas à se déployer en milieu rural et probablement pour l'insécurité. On n'arrive pas à se déployer en milieu rural. Le premier, c'est que la politique nationale qu'on avait héritée de la colonisation faisait de l'électricité un accompagnateur de l'urbanisation. C'est-à-dire, il y avait une politique de l'urbanisation et quand on urbanise, on apporte l'eau, on apporte l'électricité, on apporte les routes, on apporte les infrastructures sociales. Dans cette réflexion, là où on n'urbanise pas, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'infrastructure sociale. Et donc, il fallait d'abord quitter cette réflexion-là pour dire tous les Congolais doivent avoir de l'eau, tous les Congolais doivent avoir de l'électricité et des infrastructures sociales. Ça, c'est la première partie. Et cela a été fait parce qu'on a mis en place des lois, on a libéralisé et on commence à penser aux solutions hors réseau. La deuxième chose, c'est le pouvoir d'achat. On ne se monte pas. Madame Divine a parlé de $50 pour les solutions. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, près de 80% des Congolais vivent avec moins de $2 par jour. Ils sont en situation de pauvreté d'après tous les index et tous les standards de définition du mot pauvre. 80% de Congolais ne pourront pas s'offrir les kits solaires s'il n'y a pas une intervention directe de l'État. C'est dans ce sens que l'ANSER a mis en place un levier financier qu'on appelle le fonds Mwinda. C'est un grand fonds d'électrification parce que les engagements que le Congo a pris, ce sont des engagements de la planète, ce sont des engagements universels. Et il faut cette solidarité aussi au niveau international. Déjà, le gouvernement congolais lui-même a capitalisé le fonds Mwinda en mettant de l'argent dedans, mais c'est un projet de subside aux usagers. C'est-à-dire, nous ne voulons pas que Bibox ou bien les autres Altec, TBG ou n'importe quel autre opérateur, on ne veut pas qu'ils fassent de la charité. Et donc, il y a une vérité des prix. On sait par exemple que cette solution coûte $50, qu'on le veuille ou pas. Alors, ANSER va, à travers le fonds Mwinda, évaluer le pouvoir d'achat des populations qui sont en priorité pour l'électrification de leur zone et ANSER va soutenir cette différence, de sorte à ce que l'opérateur se retrouve et la personne puisse quand même avoir accès à cette électricité. Évidemment, c'est une intervention momentanée parce qu'on ne veut pas entrer dans une dynamique paternaliste. Et quand vous regardez le nom ANSER, on ne parle pas seulement de l'électrification, mais aussi des services énergétiques. C'est une solution qui permet aujourd'hui d'avoir accès à l'électricité, mais en même temps que nous donnons accès à cette électricité, nous développons des mécanismes économiques dans chacun de ces villages, dans chacune de ces zones, pour que demain, après-demain, ils puissent eux-mêmes soutenir leurs efforts. On a un projet pilote à Idjwi. À Idjwi, plusieurs personnes produisent du café. Idjwi, c'est une île sur le lac Kivu, entre Bukavu et Goma. Juste pour ceux qui nous écoutent. Ouais. Exactement. Idjwi, c'est une île dans la province du Sud Kivu. Et la plupart des agriculteurs produisent, en tout cas la culture industrielle, c'était le café, et ils revendaient le café brut. Mais avec une petite installation hydroélectrique, on a pu installer sur Idjwi une machine pour transformer ce café. Bien évidemment, l'idéal aurait été que tout le monde puisse être connecté à cette source hydroélectrique, mais c'était vraiment très petit et on a seulement privilégié les activités économiques. Donc, cette usine. Mais parce que les cultivateurs pouvaient revendre leurs produits à un meilleur prix, parce qu'il est transformé sur place, ils ont pu dégager des économies suffisantes pour s'acheter à leur tour des kits solaires. Et donc, c'est ce modèle de transformation. En premier temps, une intervention de l'État, mais dans le long terme, nous espérons, en tout cas, nous allons nous efforcer avec les communautés locales pour nous assurer que la transition est possible, le pouvoir d'achat s'améliore et d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, chacun pourra nous-mêmes payer pour la solution. D'accord. Je regardais ça comme votre mot de la fin. Il ne nous reste que 2 minutes et je vois ici Dani Diabéni qui dit est-ce que dans le court terme, ce ne serait pas la restructuration de la SNEL pour capturer le potentiel hydroélectrique de Inga
on a dit que la SNEL est un opérateur comme un autre, donc c'est plus à nous de décider pour ce que devient la SNEL. On a entendu autant de propositions pour l'avenir. Je crois qu'il y a des propositions dans le sens de la régulation. Les consommateurs, ils veulent avoir plus d'opportunités, c'est-à-dire plus de solutions. Et le docteur de Joseph a dit, pour lui, s'il n'a pas une alimentation en hydroélectrique, il veut bien avoir une solution alternative qui soit à la portée. Il a insisté sur justement le coût de cela, et Soraya en parle. Donc, on aimerait avoir des solutions, mais des solutions qui ne viennent pas ruiner finalement déjà les maigres revenus de nos ménages. Et donc, et Madame Divine est revenue, évidemment, sur le fait que, parce qu'il y a d'un côté, dans la structure de prix, il y a quand même une grande part qui est due à l'État, parce que c'est l'État qui impose certaines taxes. Donc, le décideur politique a un rôle à jouer. Il peut réduire les taxes, ou bien il peut subventionner. Et quand il subventionne, il permet justement à ses fournisseurs de solutions énergétiques de venir vers les habitants, vers les ménages avec des solutions à prix très abordables. On a entendu, j'aime beaucoup entendre Soraya parler des visions. Je suis au courant qu'elle pense beaucoup vision, beaucoup sur le long terme. C'est très important parce que si on ne sait pas où on va finalement, on dit dans la recherche scientifique que quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne comprend pas ce qu'on trouve. Donc oui, au jour le jour, tu peux avoir l'impression que tu as capté quelque chose, mais tu n'as rien capté du tout parce que tu n'as pas une vue sur le long terme. En tant que citoyen congolais et cette génération qui est sur cet appel, je crois que c'est une fierté d'avoir ce type de réflexion sur le long terme. Qu'est-ce qu'on fait à court terme? Qu'est-ce qu'on fait à long terme? À moyen terme, qu'est-ce qu'on fait sur le long terme? Moi, je pense que je veux m'arrêter par là. Juste vous dire grand merci m'avoir fait l'honneur de partager ces moments. 90 minutes de partage et d'échange. C'était très riche. Chacun a retenu ce qu'il a pu. Moi, j'ai appris beaucoup. Et je vais finir seulement en disant que lorsque j'ai commencé cette initiative Bukavu Forum, l'idée était de donner à nos jeunes frères, aux générations qui viennent après nous, cette perception que leurs aînés sont en train d'essayer quelque chose. Et que s'ils veulent, ils peuvent le faire. Ils sont les prochains Divine, les prochains Soraya, les prochains Désolé Kakissimi. Il ne s'agit plus cette fois-ci d'avoir des modèles qui sont dans les livres, d'avoir des modèles qu'on voit à la télévision. Il faut vraiment, parce que si quelqu'un le fait, il est à côté de toi, tu sais donc que tu peux aussi le faire. Et aussi casser avec quand même cet imaginaire collectif que rien ne va, personne ne fait rien, on est tous versés dans la médiocrité. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir ici à présenter non pas seulement des panélistes, mais 3 modèles positifs. Des personnes qui, pour moi, représentent pour les plus jeunes qui nous regardent aussi des exemples de ce que tu peux être tel que tu es actuellement à Bukavu, à Goma, à Kinshasa, et contribuer au développement de notre pays, apporter ton intelligence et les gens le remarquent. Donc, merci à vous pour tout ce temps. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Laurent. Merci à tous. Au revoir.